Après que j'ai surpris mon frère avec ma petite amie, ma famille a coupé les ponts pendant des années. Soudain, je suis invité pour Noël. Et ce n'est pas pour se réconcilier. Je suis un homme de 32 ans. Je vais être direct. Il y a 8 ans, mon frère jumeau entretenait une relation cachée avec ma petite amie. Pas une simple erreur d'un soir. Une vraie relation inappropriée dans mon dos pendant 6 mois. Quand je l'ai découvert et que j'ai affronté la situation, ma famille m'a renié pour avoir gâché sa vie. Maintenant, ils veulent que je revienne pour Noël. Je vous préviens tout de suite, il ne s'agissait pas d'une réconciliation. Laissez-moi d'abord planter le décor. Grandir avec un vrai jumeau semble génial jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes la version d'essai et lui le produit fini. Mon frère Rémi a tout eu. L'attention de maman, l'approbation de papa, la bonne chambre avec vue, et même mon allocation pour les études quand son projet d'entreprise a eu besoin d'un capital de départ. Rémi était l'enfant prodige qui ne pouvait rien faire de mal. Charmant, sociable, il savait toujours quoi dire. Les professeurs l'adoraient. Les filles l'adoraient. Nos parents vénéraient le sol sur lequel il marchait. Pendant ce temps, j'étais celui qui était responsable, qui faisait profil bas, qui travaillait dur et qui était ignoré à moins qu'il n'ait besoin de quelque chose. Nous parlons ici d'un favoritisme flagrant. Quand Rémi a eu un C en calcul, papa a engagé un tuteur et a blâmé le professeur. Quand j'ai eu un B en chimie, j'ai eu droit à un sermon sur le fait de ne pas m'investir assez. Rémi a détruit la voiture de maman en première année. Ils lui en ont acheté une plus récente. J'ai rayé le véhicule de papa en l'aidant à déplacer des meubles. J'ai payé la réparation avec mes économies d'emploi d'été. Les différences étaient partout. Les fêtes d'anniversaire de Rémi étaient des événements grandioses avec un traiteur et 50 enfants. Les miennes étaient des dîners de famille où la moitié de la conversation tournait autour du dernier exploit de Rémi. Quand nous avons tous les deux postulé à l'université, ils ont organisé une fête de remise des diplômes pour Rémi avec une banderole et tout le reste. J'ai reçu une carte qui disait « Bon travail. Nous sommes fiers de vous deux ». Avec le nom de Rémi écrit en premier. L'université devait être mon nouveau départ. Enfin, loin des comparaisons constantes, du favoritisme sans fin, du sentiment d'être invisible dans ma propre famille. Je travaillais à temps partiel dans une librairie universitaire du campus, je maintenais mes notes et je me suis fait des amis qui me connaissaient juste comme Maxime, pas comme le jumeau de Rémi ou l'autre. C'est là que j'ai rencontré Camille. Elle avait une année de moins que moi, étudiait le graphisme, avec un rire qui faisait sourire tout le monde autour d'elle. Nous nous sommes rencontrés quand elle est venue à la librairie chercher du matériel d'art. Elle était drôle, créative, et quand elle me regardait, elle me voyait vraiment. Pas mon frère, pas une quelconque comparaison, juste moi. Nous sommes sortis ensemble pendant presque 2 ans. Elle venait dans ma chambre d'étudiant, nous commandions des pizzas et regardions des films. Elle me montrait ses projets de design et se souciait vraiment de mon opinion. Elle a rencontré mon colocataire Quentin et sa copine, et nous sortions tous ensemble le week-end. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui m'appartenait complètement. Rémi était dans une école de commerce à Paris, à environ 3 heures de route, et faisait la fête pendant ses études que nos parents finançaient. Il appelait maman chaque semaine pour raconter des histoires sur des événements de réseautage et des contacts de son école. Pendant ce temps, je payais moi-même mes études avec des prêts et ce travail à la librairie, mais personne ne semblait remarquer la différence. Camille connaissait ma situation familiale. Je lui avais parlé du favoritisme, de la façon dont Rémi passait toujours en premier, de la façon dont j'avais appris à simplement accepter d'être à la 2e place. Elle se mettait en colère pour moi, me disait que je méritais mieux, me donnait l'impression de compter vraiment pour quelqu'un. Ta famille est folle, disait-elle après que je lui ai raconté un autre incident. Tu es incroyable, et il ne le voit même pas. Avoir quelqu'un de mon côté était incroyable. J'avais passé 22 ans à être le fils de secours, et soudain, il y avait 7 personnes qui me choisissaient en premier. Pendant ma dernière année, Rémi a commencé à venir me rendre visite plus souvent. Il disait que je lui manquais, qu'il voulait renouer les liens, qu'il se sentait mal de la distance qui s'était installée entre nous. J'ai été assez stupide pour le croire. Il débarquait le vendredi soir, dormait sur mon canapé et traînait avec moi, Camille, Quentin et sa copine. Il était charmant comme toujours, faisant rire tout le monde avec des histoires sur son école ou ses cours de commerce. Camille semblait apprécier sa compagnie, ce qui était logique.
Rémi était doué pour se faire apprécier. C'était tout son truc. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes. La façon dont Camille commençait à mieux s'habiller quand Rémi venait nous rendre visite. Comment elle se portait volontaire pour aller chercher des cafés pour tout le monde et que Rémi l'accompagnait. Les blagues privées dont je ne faisais pas partie, mais je leur faisais confiance à tous les deux. Rémi était mon frère et Camille était ma petite amie. Pourquoi aurais-je soupçonné quoi que ce soit? J'ai découvert la vérité de la pire des manières. C'était en mars de ma dernière année. J'avais reçu cette notification de bourse, une belle récompense académique qui s'accompagnait de 2500 €. J'avais hâte de l'annoncer à Camille, alors j'ai quitté les cours plus tôt et je suis allé à son appartement. Elle m'avait donné une clé des mois auparavant, je suis entré et j'ai entendu des bruits venant de sa chambre. Pas des bruits que vous voulez entendre quand vous vous attendez à ce que votre petite amie soit en train d'étudier. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, mon frère jumeau et ma petite amie dans une situation intime qui ne laissait aucun doute. Le lit où j'avais passé des dizaines de nuits en pensant construire quelque chose de vrai avec quelqu'un qui tenait vraiment à moi. L'expression de leur visage quand ils m'ont vu. Je ne l'oublierai jamais. Ni culpabilité, ni honte, juste de l'agacement d'avoir été pris en flagrant délit. Comme si j'avais interrompu quelque chose au lieu de découvrir que toute ma vie était un mensonge. Rémi ne s'est même pas précipité pour s'habiller. Il est juste resté assis là avec cette expression qui disait qu'il s'attendait à ce moment un jour ou l'autre. Camille a remonté le drap et a ouvert la bouche comme si elle allait expliquer, mais rien n'est sorti. Quelle explication y avait-il? Je n'ai pas crié, je n'ai rien jeté, je suis resté planté là, ayant l'impression que quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine et arraché tout ce qui me rendait humain. Puis je me suis retourné et je suis parti. Je suis rentré à ma résidence universitaire dans un état second. Mon cerveau essayait de digérer ce que je venais de voir. Quentin m'a trouvé assis sur le sol de notre chambre environ 1 heure plus tard, fixant simplement le mur. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a su que quelque chose de grave s'était produit. Quand je le lui ai dit, il a pâli. « Ton frère, Rémi, celui qui a dormi ici ?» J'ai hoché la tête. Cette crapule. Quentin était un bon ami. Il est resté avec moi toute la nuit. Il a commandé à manger que je n'ai pas pu avaler. Il m'a laissé assimiler ce qui s'était passé. Sa copine est venue et elle pleurait des larmes de colère pour moi. Ces personnes que je connaissais depuis 2 ans se souciaient plus de mes sentiments que mon propre frère jumeau. Rémi a appelé vers minuit. J'ai répondu parce que j'avais besoin de comprendre comment c'était arrivé. Comment il pouvait me faire ça? Il a dit ce qu'ils disent toujours. C'est juste arrivé. Ils ne voulaient pas que ça arrive. Ils ont essayé de lutter, mais la connexion était trop forte. Depuis combien de temps? Ai-je demandé. Silence puis. 6 mois. 6 mois. Une demi-année à me mentir en pleine face. Une demi-année où il conduisait 3 heures pour rendre visite à son frère alors qu'en fait, il entretenait cette relation avec ma petite amie. Une demi-année où Camille m'embrassait pour me dire au revoir avant les cours et envoyait ensuite des messages à mon frère. La trahison était si totale, si complète. Je ne pouvais même pas tout digérer d'un coup. Je suis désolé, a dit Rémi. Mais tu dois comprendre que ce que nous avons est réel. Je sais que c'est compliqué, mais je l'aime. L'amour. Il l'aimait. Mon frère aimait ma petite amie et la courtisait dans mon dos depuis 6 mois. Et d'une certaine manière, j'étais censé comprendre cela. La famille est-elle au courant? Ai-je demandé. Pas encore. Nous voulions te le dire en premier. Non. Ils avaient voulu le cacher jusqu'à ce que cela devienne impossible à dissimuler. Se faire prendre n'était pas la même chose que d'avouer. J'ai raccroché et je n'ai pas répondu quand il a rappelé 17 fois. Camille a appelé aussi. Elle a laissé des messages vocaux en pleurant sur le fait qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Que ça n'avait rien à voir avec moi. Que parfois, ces choses arrivent tout simplement. Comme si le fait que mon frère entretienne une relation avec ma petite amie était comme la météo, un événement naturel malheureux que personne ne pouvait contrôler. La semaine suivante a été un vrai flou. J'ai arrêté d'aller en cours, j'ai arrêté de me présenter à mon travail à la librairie, j'existais simplement dans ce brouillard de trahison et d'incrédulité. Quentin m'a pratiquement maintenu en vie, s'assurant que je mangeais quelque chose et que je ne m'effondrais pas complètement. Sa copine a fait passer le mot sur ce qui s'était passé,
donc tout le monde dans notre groupe d'amis était au courant. Le jugement a été unanime. Rémi et Camille étaient des personnes qui avaient franchi les limites. Puis maman a appelé. Enfin, ai-je pensé, enfin quelqu'un de ma famille qui me contacte pour vérifier si j'allais bien. Mais non, elle appelait parce que Rémi leur avait tout dit et qu'il voulait discuter de la situation en famille. Nous savons que tu es contrarié, a dit maman. Mais Rémi et Camille ont de vrais sentiments l'un pour l'autre. Nous devons être matures à ce sujet. Mature ? Je devais être mature après avoir découvert mon frère jumeau dans une situation intime avec ma petite amie. Ils veulent être ensemble, a continué maman. Et nous espérons que tu pourras trouver dans ton cœur la force de les soutenir. La famille c'est pour toujours, mon chéri. La famille c'est pour toujours, mais apparemment les petites amies sont des biens communautaires. Papa a pris le téléphone. Écoute, mon fils. Je sais que c'est dur, mais ton frère est sérieux avec cette fille. Il parle de la demander en mariage. Nous avons besoin que tu mettes de côté tes sentiments blessés et que tu sois là pour lui pendant ce moment important. Mes sentiments blessés. Comme si j'avais eu les sentiments blessés parce que quelqu'un avait mangé mes restes, et non parce que mon frère jumeau avait détruit ma relation et ma confiance d'un seul coup. Il te veut à la fête de fiançailles, a ajouté papa. Ça signifierait beaucoup pour lui si tu étais là. La fête de fiançailles. Rémi allait demander Camille en mariage, la fille qui avait été ma petite amie jusqu'à il y a 3 semaines, et il voulait que je sourie, que j'applaudisse et que je célèbre cette belle histoire. Je leur ai dit que je n'y assisterais pas. Papa est resté silencieux, puis a dit quelque chose qui me fait encore bouillir le sang. Ne sois pas égoïste à ce sujet. Le bonheur de ton frère est en jeu. Le bonheur de mon frère, pas le mien. Jamais le mien. Le bonheur de Rémi était toujours la priorité, et on s'attendait à ce que je m'immole par le feu pour le garder au chaud. J'ai raccroché et j'ai bloqué leur numéro. Tous. Maman, papa, Rémi. Je les ai complètement rayés de ma vie. Quentin a dit que c'était la bonne décision. Sa copine a dit que ma famille était toxique et que je méritais mieux. Ces personnes presque étrangères se souciaient plus de mon bien-être que mes propres parents. Mais je n'avais pas fini. Loin de là. Parce que Rémi et Camille allaient faire leur fête de fiançailles, que j'y sois ou non. C'était prévu pour avril, environ 6 semaines après que je les avais surpris. 6 semaines, de la dévastation à la célébration. Ils allaient vite, essayant probablement de devancer le scandale. La copine de Quentin avait un ami qui était ami avec l'une des colocataires de Camille. Le réseau social a fourni des renseignements. La fête de fiançailles avait lieu dans un restaurant de la ville universitaire de Rémi. Sur invitation uniquement. Environ 50 personnes. Rémi avait fait sa demande sur une plage au coucher du soleil. Il avait posé un genou à terre avec maman et papa là pour en être témoin. L'annonce sur les réseaux avait des centaines de j'aime et de commentaires sur le fait qu'ils formaient un couple si parfait. Un couple parfait. Construit sur les fondations de l'infidélité et de la trahison, mais tout le monde adorait l'histoire parce que Rémi était charmant et Camille était jolie. Alors, qui se souciait des dommages collatéraux? J'ai passé 3 semaines à passer des appels et à rassembler des preuves. J'ai découvert que Rémi avait utilisé mon abonnement de diffusion en continu pour regarder des films avec Camille les soirs où il m'avait dit qu'il étudiait. Mon abonnement musical montrait qu'il lui avait fait une liste de lecture sur mon abonnement payant supérieur que je payais. J'ai trouvé d'anciennes transactions via une application de paiement où je lui avais envoyé de l'argent pour l'essence pour ses visites. L'argent de l'essence pour venir entretenir cette relation avec ma petite amie. Camille avait posté des photos sur les réseaux que je n'avais jamais vues car je n'étais pas très adepte des réseaux sociaux. Des photos d'eux dans des restaurants de sa ville alors que Rémi était censé me rendre visite. Une photo de janvier avec Rémi en arrière-plan qu'elle avait légendé bonne compagnie avec des cœurs. Les preuves de la relation étaient partout une fois que j'ai commencé à chercher. Il n'avait même pas été très prudent. J'ai tout rassemblé. Capture d'écran, horodatage, reçu. Ensuite, j'ai créé une présentation numérique simple, uniquement des faits, aucun commentaire émotionnel, juste une chronologie de leur relation commençant 6 mois avant que je ne les trouve ensemble. Superposée avec des captures d'écran de mes conversations par texto avec Camille où elle me disait qu'elle m'aimait et qu'elle avait hâte de me voir. La fête de fiançailles avait lieu un samedi soir. J'ai conduit jusqu'à la ville de Rémi avec Quentin qui avait insisté pour m'accompagner.
Nous avons attendu sur le parking du restaurant jusqu'à ce que la fête soit bien entamée. On pouvait voir à travers les fenêtres, tout le monde sur son 31, un verre à la main, Rémi et Camille au centre de l'attention. Quentin et moi sommes entrés vers 20h. L'hôtesse a essayé de nous arrêter, mais j'ai expliqué que j'étais le frère jumeau de Rémi, et qu'il y avait dû y avoir une confusion avec l'invitation. Elle avait l'air confuse, mais nous a laissé passer. Les vrais jumeaux ont certains avantages. La salle est devenue silencieuse quand les gens m'ont vu. Le visage de Rémi s'est vidé de ses couleurs. Camille avait l'air de vouloir vomir. Maman s'est levée de sa table, l'air alarmé. L'expression de papa était de la colère pure, mais je me suis dirigé droit vers le microphone où Rémi avait probablement fait un discours sur la découverte du grand amour. Salut tout le monde, je suis Maxime, le jumeau de Rémi. Désolé pour le retard. Je voulais partager certaines choses sur le recouple que vous pourriez trouver intéressantes. Rémi a commencé à avancer vers moi, mais Quentin l'a intercepté. Mon ami était peut-être plus petit que mon frère, mais il était assez en colère pour être efficace. Papa a essayé d'intervenir, mais la copine de Quentin avait amené 2 de ses amis qui ont formé une barrière pour empêcher toute interruption. Nous avions planifié cela avec soin. J'ai sorti mon ordinateur portable et je l'ai connecté à leur installation de projecteur. Rémi criait quelque chose sur le fait que c'était inapproprié et que je devais partir. Maman pleurait. Camille avait la main sur la bouche. Les invités étaient pétrifiés, incertains de ce qui se passait. Voici une chronologie, ai-je dit, en affichant la première diapositive. Il y a 6 mois, mon frère a commencé à entretenir une relation avec ma petite amie. Pas après notre rupture, pendant notre relation, alors qu'il était censé me rendre visite à l'université. La salle a éclaté en chuchotements. J'ai cliqué pour faire défiler les preuves. Des captures d'écran de Camille me disant qu'elle m'aimait tout en envoyant des messages à Rémi. Des photos d'eux ensemble alors que je pensais que Rémi était sur mon canapé à jouer aux jeux vidéo. Des reçus de virements où j'avais littéralement financé l'essence de mon frère pour venir me trahir avec ma petite amie. Ils se sont fait prendre il y a 3 semaines, ai-je continué. Ils n'ont pas avoué, ils se sont fait prendre, puis ont décidé de se fiancer immédiatement, et mes parents ont décidé que je devais m'en remettre et les soutenir. Maman sanglotait à chaudes larmes maintenant. Papa me criait d'arrêter. Rémi était devenu complètement pâle. Camille avait disparu. Quelqu'un a dit qu'elle avait couru aux toilettes. Les invités étaient plongés dans un silence stupéfait, regardant ce désastre se dérouler. Alors, félicitations à l'heureux couple. J'ai terminé. Puisse votre relation construite sur les mensonges et la trahison être tout ce que vous méritez. J'ai débranché mon ordinateur portable et je suis sorti. Quentin a suivi et sa copine et ses amis ont créé une barrière pour que personne ne puisse nous arrêter. Nous sommes montés dans la voiture et sommes partis alors que la fête implosait probablement derrière nous. Quentin agitait le poing en signe de victoire. C'était légendaire. Tu as vu leur visage? Ton frère avait l'air de vouloir s'évanouir. Je me sentais creux, ni victorieux, ni satisfait, juste vide. Je les avais exposés. Je m'étais assuré que tout le monde connaisse la vérité. Mais je ne me sentais pas mieux. Juste épuisé. Mon téléphone a commencé à exploser de notifications en quelques minutes. Maman appelant encore et encore. Papa envoyant des textos sur la façon dont j'avais humilié la famille. Rémi envoyant de longs messages sur la façon dont j'avais gâché sa fête de fiançailles, embarrassé Camille, détruit ses relations avec ses amis qui connaissaient maintenant la vérité. Le dernier message de papa a été celui qui a blessé le plus profondément. Tu n'es plus le bienvenu dans cette famille. Ce que tu as fait ce soir est impardonnable. Ne nous contacte plus jamais. J'avais été renié pour avoir dit la vérité. Pour avoir refusé de sourire et de célébrer pendant que mon frère épousait mon ex-petite amie. Pour ne pas avoir été assez mature pour ravaler mes sentiments blessés pour le bonheur de Rémi. Quentin a vu mon visage alors que je lisais les messages. Qu'ils aillent au diable. Tu as fait ce qu'il fallait. Il ne te mérite pas. Peut-être qu'il avait raison. Mais ça faisait quand même mal. Perdre toute sa famille en une nuit. Même une famille qui ne vous a jamais valorisé, ça laisse une trace. J'ai obtenu mon diplôme 2 mois plus tard. J'ai marché sur cette scène avec la famille de Quentin dans les gradins pour m'encourager. Mes propres parents ne se sont pas présentés. Rémi a envoyé un texto qui disait juste
j'espère que tu es content maintenant. Je n'étais pas content, mais j'étais libre. Les 8 années suivantes ont consisté à construire une vie qui n'avait rien à voir avec eux. Je me suis installé à Lyon pour un emploi dans le développement de logiciels. J'ai commencé comme développeur junior dans une entreprise technologique de taille moyenne et j'ai gravi les échelons. Il s'est avéré qu'être le jumeau négligé qui a appris à résoudre des problèmes de manière indépendante s'est bien traduit dans le codage et la gestion de projets. Je me suis fait de vrais amis. Des gens qui connaissaient mon histoire et ne me blâmaient pas d'avoir refusé de célébrer le fait que mon frère m'ait volé ma petite amie. Mon collègue Benoît est devenu l'un de mes amis les plus proches. Le gars qui prenait un verre après le travail et demandait sincèrement comment j'allais. Sa femme Marion me traitait comme un membre de la famille, m'invitait aux fêtes d'anniversaire de leurs enfants, s'assurait que je n'étais pas seul pendant les vacances. J'ai commencé l'escalade dans une salle d'escalade locale et j'ai rejoint un groupe régulier. Je me suis mis à la randonnée, j'ai exploré les Alpes le week-end, j'ai construit une vie qui était entièrement la mienne sans aucun fantôme du syndrome de l'enfant prodige ou du favoritisme parental hantant chaque décision. Je suis sorti avec des femmes de temps en temps, mais j'ai gardé les choses sans engagement. La situation avec Camille avait laissé des cicatrices. Difficile de faire complètement confiance à quelqu'un quand votre frère jumeau et votre petite amie ont pu vous trahir aussi profondément. Les femmes posaient des questions sur ma famille et je donnais des réponses vagues sur le fait d'être éloigné d'eux. La plupart n'insistaient pas. Celles qui le faisaient ne restaient généralement pas longtemps. Au cours de ces 8 années, je n'ai rien entendu de ma famille. Silence total. Aucun appel d'anniversaire, aucun texto de vacances, aucune tentative de réconciliation. C'était comme si je n'avais jamais existé. Ça m'allait très bien. J'avais construit quelque chose de mieux sans eux. Puis, il y a 3 semaines, j'ai reçu un courrier électronique de maman, le premier contact en 8 ans. Cher Maxime, j'espère que cet email te trouve en bonne santé. Cela fait trop longtemps que nous ne nous sommes pas parlé. Ton père et moi avons beaucoup pensé à toi ces derniers temps. Nous adorerions que tu rentres à la maison pour Noël cette année. Cela signifierait tout d'avoir toute la famille réunie. Nous comprenons si tu es toujours contrarié par ce qui s'est passé avec Rémi et Camille, mais cela fait 8 ans. C'est de l'histoire ancienne. La famille, c'est pour toujours. Avec amour, maman. J'ai lu cet email 5 fois, en me sentant à chaque fois plus confus. 8 ans de silence, et soudain c'est de l'histoire ancienne. Après qu'il m'ait renié pour avoir exposé la vérité, après qu'ils aient choisi le bonheur de Rémi au lieu de la décence la plus élémentaire. La réponse de Benoît quand je lui ai dit c'est louche comme tout. Qu'est-ce qu'ils veulent? Bonne question. Parce qu'après 8 ans à se moquer de savoir si j'étais vivant ou mort, ils ne se seraient pas soudainement manifestés sans une arrière-pensée. La question était de savoir ce qu'ils voulaient et à quel point ils en avaient besoin. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai passé quelques jours à y réfléchir, à envisager les scénarios. Peut-être que le mariage de Rémi et Camille avait échoué et qu'ils se sentaient coupables. Peut-être que quelqu'un était malade. Peut-être qu'ils avaient réalisé ce qu'ils avaient perdu lorsqu'ils avaient choisi l'enfant prodige au détriment de la décence humaine fondamentale. Quentin a appelé quand je lui ai parlé de l'email. Il avait déménagé à Toulouse, s'était marié, avait eu un enfant. Nous parlions toujours toutes les quelques semaines. Ne le fais pas, a-t-il dit immédiatement. C'est un piège. Ils veulent probablement quelque chose. Alors, pourquoi envisages-tu même d'y aller? Réponse honnête. La curiosité. Après 8 ans de vide, je voulais savoir ce qui avait changé. Qu'est-ce qui pouvait bien leur faire croire que je reviendrais après qu'ils m'aient renié? J'ai envoyé une courte réponse. Je vais y réfléchir. Maman a répondu en moins d'1 heure avec des messages excités sur la merveille que ce serait de m'avoir à la maison, à quel point je leur manquais, à quel point Noël n'était pas le même sans moi. Elle en faisait des tonnes, beaucoup trop, des signaux d'alarme partout. Puis Rémi a envoyé son propre courrier électronique. Plus formel, plus prudent. Il parlait du temps qui guérit les blessures, de l'envie de renouer en tant que frère, de la façon dont la famille devait rester unie. Il a mentionné que lui et Camille allaient bien, qu'ils avaient 2 enfants maintenant, qu'ils vivaient dans la ville natale de maman et papa où il avait repris le cabinet d'expertise comptable de papa. Cette dernière partie m'a interpellé. Rémi dirigeant le cabinet de papa. L'entreprise que papa avait construite au cours des 30 dernières années était maintenant entre les mains de Rémi. Un timing intéressant pour une réunion de famille.
J'ai fait quelques recherches. J'ai trouvé le cabinet de papa en ligne. J'ai trouvé le profil professionnel de Rémi montrant qu'il était devenu partenaire il y a 6 ans et propriétaire à part entière il y a 2 ans. J'ai trouvé des avis mentionnant une nouvelle direction et une période de transition. J'ai trouvé un article de presse locale sur l'entreprise élargissant ses services sous une nouvelle direction. Papa avait tout remis à Rémi. L'enfant prodige a eu le parachute doré. Aucune surprise là-dedans. J'ai passé une autre semaine à peser le pour et le contre. Chaque partie logique de mon cerveau disait de ne pas y aller. Mais une autre partie, la partie qui voulait encore comprendre pourquoi ils avaient choisi Rémi à ma place, pourquoi son bonheur avait toujours eu plus d'importance, cette partie avait besoin de tourner la page. J'ai répondu par courrier électronique, je viendrai pour le dîner de Noël, mais je resterai à l'hôtel et je partirai si quelque chose cloche. La réponse de maman était de l'enthousiasme pur sur l'excitation de tout le monde, sur le fait que c'était le meilleur cadeau de Noël qu'elle pouvait demander, sur le fait que papa était ravi, sur le fait que Rémi avait hâte de me présenter ses enfants. Tout cela semblait faux, mais j'y allais quand même. J'ai pris le train à grande vitesse pour ma ville natale la veille de Noël, j'ai loué une voiture à la gare et réservé un hôtel en centre-ville. La ville n'avait pas changé. La même rue principale, les mêmes restaurants, le même parc où Rémi et moi jouions quand nous étions enfants. Avant que tout ne devienne compliqué, avant que le favoritisme ne devienne évident. Avant qu'il ne me vole ma petite amie et que mes parents ne prennent son parti, je suis passé devant notre maison d'enfance sans m'arrêter. Les lumières étaient allumées, des décorations dans la cour, ressemblant à un Noël en famille parfait. L'ironie ne m'a pas échappé. Benoît a envoyé un texto, pas trop tard pour te défiler. Dis que tu as une intoxication alimentaire. Je confirmerai ton histoire. J'ai répondu, je suis venu jusqu'ici. Autant voir ce qu'ils veulent. Le matin de Noël était surréaliste. Je suis arrivé à 11h comme convenu pour le brunch de Noël. Je me suis garé dans la rue et je suis resté assis dans la voiture quelques minutes, me préparant mentalement. Je pouvais voir du mouvement à travers les fenêtres, des gens se rassemblant, des enfants courant partout, toute la scène d'un Noël en famille. Maman a ouvert la porte. Elle avait vieilli, plus de gris dans ses cheveux, des rides autour des yeux. Mais la façon dont elle me regardait était la même. Cette expression légèrement déçue comme si je n'étais pas tout à fait ce à quoi elle s'attendait. Maxime. Oh, mon chéri, tu es venu. Entre. Entre. La maison était exactement comme dans mes souvenirs. Les mêmes meubles, les mêmes photos au mur, principalement de Rémi à différentes étapes de sa vie. Sa remise de diplôme, son mariage, ses enfants. J'avais été effacé de la galerie de la famille il y a des années. Papa était dans le salon. Il avait vieilli plus visiblement, plus mince, plus gris. Il s'est levé quand il m'a vu et a tendu la main. Pas un câlin, une poignée de main, comme si j'étais un associé en affaires. Mon fils, heureux de te voir, papa. Rémi est descendu par les escaliers avec Camille juste derrière lui. Rémi avait l'air de réussir. Des vêtements chers, des cheveux coiffés, une assurance qui venait du fait d'être toujours le favori. Camille avait bien vieilli, toujours jolie, tenant un bambin. Mon frère, a dit Rémi avec une gaieté forcée. Ça fait trop longtemps. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé et je me suis rappelé être entré dans la chambre de Camille il y a 8 ans. Je me suis rappelé l'expression de son visage. Pas de la culpabilité, de l'agacement. Leurs enfants couraient partout. Une fille de 6 ans et le bambin que Camille tenait. Les enfants qui existaient parce que mon frère m'avait volé ma petite amie. Les enfants que mes parents pouvaient dorloter pendant que j'étais effacé des photos de famille. Le brunch était gênant. Tout le monde évitait le sujet qui fâche en faisant la conversation sur la météo et les emplois à Lyon. Rémi a parlé du cabinet, du fait que les affaires marchaient bien, de la façon dont il s'était développé dans la planification successorale. Maman m'a posé des questions sur mon travail avec ce ton qui suggérait que le travail dans la technologie n'était pas aussi impressionnant que de diriger le cabinet comptable de papa. Les enfants étaient la seule partie authentique. La petite Zoé de 6 ans n'arrêtait pas de me poser des questions sur Lyon et si je vivais près des montagnes. Elle ne savait pas que j'étais l'oncle qui avait été banni pendant 8 ans. Elle savait juste que le frère jumeau de son père était en visite. Après le brunch, pendant que Camille couchait le bambin pour la sieste, et que les enfants étaient occupés avec de nouveaux jouets, la vraie raison de mon invitation est apparue.
Nous étions dans le salon. Papa était assis dans son fauteuil habituel. Maman était sur le canapé, l'air nerveuse. Rémi se tenait près de la cheminée essayant de paraître décontracté sans y parvenir. Maxime, nous sommes contents que tu sois venu. Papa a commencé. Il y a quelque chose dont nous devons discuter. Nous y voilà. La raison de la soudaine réconciliation, la chose qu'il voulait à tel point qu'il faisait semblant que les 8 dernières années n'avaient pas existé. Je suis malade, a continué papa. Une maladie rénale. Je suis sous dialyse depuis 6 mois. J'ai besoin d'une greffe. Les mots flottaient dans l'air. Maman pleurait doucement. Rémi fixait le sol. Papa me regardait avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Je suis désolé de l'entendre, ai-je dit. Rémi n'est pas compatible. Ta mère non plus. Nous sommes sur la liste d'attente pour une greffe depuis 7 mois et rien. Le temps presse et vous pensez que je pourrais être compatible. Tu es son vrai jumeau, a dit maman rapidement. Rémi ne l'est pas. Mais toi et ton père partagez plus de marqueurs génétiques. Le médecin a dit qu'il y avait de bonnes chances que tu sois compatible. Nous y voilà. Je ne leur manquais pas. Ils ne regrettaient pas de m'avoir renié. Ils ne voulaient pas de réconciliation pour le principe. Ils avaient besoin de mon rein. Laissez-moi résumer ça clairement, ai-je dit lentement. Vous m'avez renié il y a 8 ans pour avoir révélé la vérité sur Rémi et Camille. Vous ne m'avez pas parlé depuis. Vous ne m'avez pas invité au mariage de Rémi. Vous ne m'avez pas dit quand ses enfants sont nés. Vous ne m'avez pas contacté quand j'ai obtenu mon diplôme, trouvé mon emploi ou acheté ma maison. Mais maintenant, papa a besoin d'un rein, alors soudainement je fais à nouveau partie de la famille. Ce n'est pas comme ça, a dit Rémi rapidement. Alors c'est comment? Nous t'avons toujours aimé, a dit maman. Nous avons été blessés par ce que tu as fait à la fête de fiançailles, mais nous n'avons jamais cessé d'être ta famille. Tu m'as dit que je n'étais plus le bienvenu. Papa m'a envoyé un texto disant que j'étais renié. Nous étions en colère, a dit papa. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas. Mais tu es toujours notre fils, n'est-ce pas? Je suis votre fils quand vous avez besoin d'un organe. Pendant 8 ans, je ne valais pas un appel téléphonique. Mais maintenant, je suis soudainement la famille. Nous savons que nous avons fait des erreurs. Rémi a dit, nous aurions dû gérer les choses différemment à l'époque. Mais c'est une question de vie ou de mort. Papa pourrait mourir sans greffe. Et vous avez pensé que la façon d'aborder cela était de faire semblant que tout allait bien. De m'inviter pour Noël, puis de lâcher cette bombe. Nous ne savions pas comment faire autrement. Maman a admis. Nous avons pensé que si tu rentrais à la maison, voyais la famille, te souvenais des bons moments, tu serais prêt à aider. La manipulation était stupéfiante. Ils avaient orchestré toute cette réunion, en espérant que je serais trop pris par l'esprit de Noël et les sentiments familiaux pour refuser. Utiliser les enfants, utiliser la nostalgie, utiliser la culpabilité pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Je dois y réfléchir, ai-je dit en me levant. Il n'y a pas de temps, a dit papa d'urgence. Mon état empire. Chaque jour sans greffe est un jour de plus vers une insuffisance rénale complète. Alors vous auriez dû me contacter il y a 8 ans ou 7 ou 6. Vous aviez beaucoup de temps pour reconstruire notre relation avant d'avoir besoin de quelque chose de moi. Maxime, s'il te plaît. Maman pleurait à chaudes larmes maintenant. C'est ton père. Tu ne peux pas le laisser dans cette situation à cause de vieilles rancunes. De vieilles rancunes? Tu veux dire la partie où mon frère jumeau a entretenu une relation avec ma petite amie et où vous m'avez dit de passer à autre chose pour son bonheur? Ou la partie où vous m'avez renié pour ne pas avoir célébré leur fiançailles? De quelle vieille rancune parlons-nous précisément? Rémi s'est avancé. Écoute, je sais que ce que nous avons fait était mal. Je sais que j'ai franchi les limites, mais c'est entre nous. Il s'agit de papa. Tout dans cette famille tourne autour de papa ou de toi. Il ne s'agit jamais de moi. Il n'a jamais été question de moi. Je me suis dirigé vers la porte. Ils m'ont suivi. Tous parlant en même temps. Maman me suppliant de reconsidérer ma décision. Papa essayant de rester digne mais clairement désespéré. Rémi tentant d'utiliser la raison et la logique comme si c'était une négociation commerciale. Je vais y réfléchir, ai-je répété. Mais n'attendez rien.
Vous avez clairement fait comprendre il y a 8 ans que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je suis retourné à l'hôtel dans un état second. Il ne voulait pas de moi. Il voulait mon rein. Toute la réunion de Noël était un coup monté pour me culpabiliser et me pousser à faire un don d'organes. Benoît a appelé ce soir-là. Je lui ai tout raconté. C'est encore pire que ce que nous pensions. Ils ne te veulent littéralement que pour tes pièces de rechange. Ouais, tu ne vas pas le faire, n'est-ce pas? Tu ne leur donnes rien. Réponse honnête. Je ne savais pas. Une partie de moi voulait leur dire d'aller tous au diable. Ils avaient fait leur choix il y a 8 ans, mais une autre partie continuait à penser à papa sous dialyse, au fait que je pourrais être la seule personne capable de le sauver. J'ai besoin d'assimiler ça, ai-je dit à Benoît. J'ai passé la nuit de Noël dans une chambre d'hôtel, à fixer le plafond, essayant de trouver la bonne chose à faire. Pas la chose qui me ferait me sentir bien ou me permettrait de me venger. La chose juste. Le lendemain matin, Rémi a débarqué à mon hôtel. Je ne sais pas comment il a découvert où je logeais, mais il était dans le hall quand je suis descendu pour le petit déjeuner. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Nous nous sommes assis au restaurant de l'hôtel. Rémi a commandé un café qu'il n'a pas bu. J'ai pris un petit déjeuner dont je ne sentais pas le goût. Je sais que tu me détestes, a commencé Rémi. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Te prendre ta petite amie, faire en sorte que la famille prenne mon parti, tout. Mais papa est en train de mourir. Quoi que tu penses de moi, il ne mérite pas de mourir pour mes erreurs. Papa a fait ses propres choix. Il t'a choisi au lieu de moi. Il m'a dit que j'étais égoïste de ne pas célébrer tes fiançailles avec mon ex-petite amie. Il avait tort. Nous avions tous tort. Mais garder rancune ne changera pas le passé. Ça va juste le tuer. C'est ce que c'est? Une rancune? Tu penses que je refuse par méchanceté? Ce n'est pas le cas? J'ai regardé mon frère jumeau, la personne qui avait partagé le même ventre que moi, grandi à mes côtés, qui me connaissait mieux que quiconque, et qui avait utilisé cette connaissance pour me trahir de la pire des manières possibles. Je refuse parce que vous ne voulez pas vraiment de moi là-bas. Aucun de vous. Vous voulez mon rein. Si papa n'avait pas besoin d'une greffe, aurions-nous cette conversation? Rémi a baissé les yeux. Probablement pas. Au moins, tu es honnête à ce sujet. Écoute, je ne peux pas défaire ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire en sorte que la famille te traite mieux ou reprendre les 8 années de silence. Tout ce que je peux faire, c'est te demander de sauver la vie de notre père. Pas pour moi. Pour lui. Papa n'a pas seulement été silencieux pendant 8 ans. Il t'a activement choisi à ma place. Il a donné la priorité à ton bonheur sur la décence fondamentale. Il m'a dit que j'embarrassais la famille en révélant la vérité. Je sais. Est-ce que tu comprends vraiment ce que ça a fait de te surprendre avec ma petite amie? D'entendre mes parents me dire de passer à autre chose? D'être renié pour avoir refusé de célébrer vos fiançailles? Rémi est resté silencieux pendant un long moment. Camille et moi nous sommes séparés il y a 2 ans. Ça m'a pris au dépourvu. Quoi? Nous avons divorcé. Il s'avère qu'une relation construite sur des mensonges ne dure pas. Elle m'a trompé avec un collègue de travail. L'ironie ne m'a pas échappé. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Une partie de moi se sentait justifiée. Une partie de moi se sentait juste triste. Les enfants vivent avec elle pendant la semaine. Rémi a continué, je les ai le week-end. Maman et papa aident quand ils peuvent, mais le fait que papa soit malade a rendu tout plus difficile. Le cabinet a du mal parce que je ne suis pas là à plein temps. Tout s'effondre. Et tu pensais que j'aurais pitié de toi? Non. Je pensais que tu devais savoir que le karma existe et que j'ai payé pour ce que j'ai fait. Pas autant que ce que tu as payé, mais j'ai payé. Et maintenant papa paie pour toutes nos erreurs. Il a laissé de l'argent pour son café et est sorti. Je suis resté assis là pendant un long moment à réfléchir à tout ce qu'il avait dit. Cet après-midi-là, j'ai appelé l'hôpital et j'ai demandé à être testé comme donneur de rein. Le coordinateur a expliqué le processus, les analyses de sang, les antécédents médicaux, l'évaluation psychologique. Il faudrait des semaines pour déterminer la compatibilité et l'éligibilité. Même si j'étais compatible, l'opération comportait des risques. Êtes-vous sûr de cela?
a demandé le coordinateur. Le don d'organes est sérieux. Vous devriez prendre le temps d'y réfléchir. J'ai raccroché sans rien planifier. J'ai conduit autour de ma ville natale, je suis passé devant le lycée que Rémi et moi avions fréquenté, devant le parc où papa avait appris à Rémi à lancer une balle de baseball pendant que je regardais sur la touche. Devant l'ancien immeuble de Camille où ma relation avait implosé. Les souvenirs étaient partout. Chaque recoin renfermait un rappel d'être toujours à la deuxième place, toujours le fils de secours, toujours le jumeau de Rémi au lieu d'être juste Maxime. Mon téléphone a vibré. Texto de maman. As-tu réfléchi à ce dont nous avons discuté? L'état de ton père empire. S'il te plaît, envisage de l'aider. Pas s'il te plaît, reviens parce que tu nous manques. Pas nous sommes désolés de la façon dont nous t'avons traité. Juste aide-le parce que je n'étais toujours qu'utile. Toujours juste le frère pièce de rechange. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Il était temps de tout mettre sur la table et d'obtenir de vraies réponses avant de prendre des décisions. Ils étaient tous là quand je suis arrivé. Maman, papa l'air pâle et fatigué. Rémi. Camille était remarquablement absente, probablement avec les enfants chez elle. Ils ont levé les yeux avec espoir quand je suis entré. Je veux des réponses, ai-je dit sans préambule. De vraies réponses. Plus question de tourner autour du passé. Papa a soupiré lourdement. Que veux-tu savoir? Pourquoi avez-vous toujours choisi Rémi au lieu de moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être le fils de second choix toute ma vie? Maman et papa ont échangé des regards. Rémi avait l'air mal à l'aise. Tu n'as rien fait de mal. Maman a finalement dit, nous ne voulions pas te faire ressentir ça. Ce n'est pas une réponse. C'est une dérobade. Je veux savoir pourquoi Rémi a toujours eu la priorité. Pourquoi son bonheur a toujours eu plus d'importance que l'équité la plus élémentaire. Papa a pris la parole, la voix fatiguée. Rémi avait besoin de plus de soutien. Il avait des difficultés avec des choses qui te venaient facilement. Tu étais indépendant, autonome. Nous pensions que tu n'avais pas autant besoin de nous. Donc, vous m'avez abandonné émotionnellement parce que j'étais capable de prendre soin de moi-même. Nous ne t'avons pas abandonné. Maman a protesté. Si, vous l'avez fait. Vous avez donné à Rémi mon allocation pour les études parce qu'il en avait plus besoin. Vous avez célébré ses exploits médiocres tout en ignorant mes véritables réussites. Vous avez pris son parti quand il m'a volé ma petite amie. Vous m'avez renié pour avoir dit la vérité à sa fête de fiançailles. À chaque instant, vous l'avez choisi lui plutôt que moi. Le silence était assourdissant. Il ne pouvait pas contester car tout ce que j'avais dit était vrai. Et maintenant vous voulez mon rein, ai-je continué. Pas parce que vous m'aimez ou que vous me valorisez en tant que fil. Parce que je suis utile. Parce que je suis le jumeau des pièces de rechange. 8 ans de silence et soudain je compte quand vous avez besoin d'un organe. Ce n'est pas juste. Rémi a dit juste. Rien dans cette famille n'a jamais été juste. Tu as tout eu. L'attention, l'argent, le soutien, le pardon. J'ai eu droit à des sermons sur le fait d'être plus compréhensif, puis on m'a rabaissé quand j'ai arrêté d'être un paillasson. Papa s'est levé, paraissant plus vieux et plus fragile que je ne l'avais jamais vu. Tu as raison sur tout. Nous t'avons laissé tomber. Nous avons donné la priorité à Rémi parce qu'il avait besoin de plus d'aide. Mais nous aurions dû voir ce que nous te faisions. Nous aurions dû mieux te soutenir. Nous aurions dû te croire quand tu as dit que Rémi avait tort. C'était la première véritable excuse que je l'avais jamais entendu prononcer. Je sais que nous ne méritons pas ton aide, a-t-il continué. Mais je demande quand même, pas parce que je suis ton père qui le mérite, mais parce que je suis un homme mourant et que tu es la seule personne qui peut me sauver. Maman pleurait. Rémi fixait le sol. Toute la scène ressemblait à quelque chose tiré d'une série médicale, sauf que c'était ma vraie vie. J'ai besoin de temps, ai-je dit. Enfin, j'ai besoin d'y réfléchir sans que vous ne me mettiez la pression. Si je décide de me faire tester, ce sera mon choix. Pas parce que vous m'avez culpabilisé ou manipulé. Mon choix. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Je suis resté en ville 3 jours de plus pour y réfléchir. Finalement, j'ai planifié les tests. Pas parce qu'ils le méritaient. Pas parce que la famille passe avant tout,
mais parce que je ne pouvais pas vivre en étant le gars qui a laissé quelqu'un dans cette situation par méchanceté. Les tests étaient brutaux. Analyse de sang, évaluation psychologique, antécédents médicaux. La psychologue a passé 1 heure à s'assurer que je ne le faisais pas par culpabilité. « Que attendez-vous de votre famille après ça ?» a-t-elle demandé. « Rien. Je fais ça pour pouvoir me regarder dans le miroir. » Elle m'a donné son accord. 2 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. J'étais compatible. L'opération pouvait avoir lieu dans 1 mois. J'ai appelé mes parents. Je suis compatible, mais nous faisons ça à une condition. Après l'opération, c'est fini. Je vous sauve la vie parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce que je rejoins cette famille. Vous avez fait vos choix il y a 8 ans. Je fais le mien maintenant. Long silence. Nous comprenons, a finalement dit papa. L'opération a eu lieu fin janvier. Tout s'est bien passé. Le corps de papa a accepté le rein sans complications. Il vivrait. J'ai passé 2 jours à l'hôpital pour récupérer. Maman est venue une fois et a beaucoup pleuré. Rémi m'a remercié. J'ai juste hoché la tête. Trop assommé par les médicaments pour m'en soucier. Benoît a pris le train pour me ramener à la maison puisque je ne pouvais pas voyager juste après l'opération. Nous en avons fait un trajet en voiture depuis la gare. Nous n'avons pas parlé des histoires de famille. Nous avons juste conduit. « Ça va ?» a-t-il demandé. Quelque part sur l'autoroute, ouais, c'est fait. 3 semaines plus tard, de retour à Lyon et de retour au travail, j'ai reçu une lettre de papa, écrite à la main. Il disait que le rein lui avait sauvé la vie. Il disait que j'avais raison sur tout. Ils ont bien favorisé Rémi. Ils m'ont bien traité comme si je ne comptais pas. Ils ont choisi son bonheur plutôt que le mien. Ils disaient que je m'en étais mieux sorti que ce que n'importe lequel d'entre eux méritait. Ils n'attendaient pas de pardon. Ils voulaient juste que je sache qu'il avait enfin compris ce qu'ils avaient fait. Je l'ai lu 5 fois. Je l'ai rangé dans un tiroir. J'ai repris le cours de ma vie. C'était il y a 3 mois. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles depuis, à l'exception d'une carte d'anniversaire de maman le mois dernier. Aucun mot à part joyeux anniversaire, avec amour, maman. Je n'ai pas répondu. Pas par méchanceté. Juste parce qu'il n'y a plus rien à dire. J'ai sauvé la vie de mon père. J'ai prouvé que j'étais au-dessus de leur trahison. Maintenant, je vis la vie que j'ai construite sans eux. La famille est censée être pour toujours. Mais parfois, vous avez le droit de choisir votre famille. Parfois, le meilleur choix est de s'éloigner. Je suis en paix avec les 2 décisions. Aider et partir. Commentaire, j'ai été profondément touché par ce récit et je voulais partager quelques réflexions sincères avec vous. Pour moi, reconnaître sa propre valeur est une des bases les plus importantes dans la vie. Poser des limites claires, même avec sa famille, est un acte de respect envers soi-même. La guérison prend du temps et commence souvent quand on arrête d'accepter ce qui nous fait mal. Nous ne pouvons pas toujours changer les autres, mais nous pouvons choisir ce que nous tolérons. Prendre soin de sa paix intérieure est une véritable responsabilité envers soi-même. Je vous invite à réfléchir calmement aux relations qui vous font vraiment du bien. Vous avez le droit de construire votre propre entourage, celui qui vous respecte et vous valorise. La gentillesse la plus précieuse reste celle que l'on s'offre à soi-même. Avançons avec sérénité en choisissant chaque jour ce qui nourrit notre âme. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.